Aujourd'hui, on va répondre aux commentaires du potagiste qui a soulevé un point très important. Parce que c'est vrai que ça peut être confus pour certains. Souvent, je vous parle de techniques assez anciennes qu'on peut retrouver dans les livres de la maison rustique, par exemple. Il y a comme une impression de retour en arrière, de négation de la vie moderne dans ce que je vous présente. Et parallèlement à ça, je vous parle aussi de concepts actuels comme la forêt-jardin, le maraîchage en sol vivant, permaculture, etc. Je ne sais pas si c'est une imprécision de ma part ou que j'ai été mal comprise. Je vais essayer de m'expliquer dans cette vidéo. Et là, en fait, ceux qui pensent qu'il y a une contradiction dans ce que je dis, ils ont loupé un truc, en fait, dans mon raisonnement. Mais je comprends tout à fait que vous puissiez penser ça, soit parce que j'ai été imprécise, soit parce que c'est exactement en fait ce que la société actuelle essaye de vous faire penser. Quand je parle de société, je parle de société capitaliste. Elle a tout intérêt en fait à laisser penser à sa population que la modernité est une avancée considérable, que les techniques anciennes sont has-been, que ceux qui les suivent seraient rétrogrades, pas évolués, marginales, et j'en passe. Quand je m'appuie sur des techniques anciennes, des choses qu'on peut retrouver par exemple dans tous les tomes de la maison rustique du 19e siècle, c'est pas du tout un retour en arrière que je fais. En fait, je reprends juste des techniques au moment même où elles se sont arrêtées, à leur apogée. Je m'explique. Cette encyclopédie, elle rassemble en fait l'ensemble des connaissances disponibles à cette époque pour une vie autonome, avant que la société prenne un virage à 90 degrés dans des techniques qui utilisent des énergies non renouvelables, du pétrole, du plastique. Toutes les techniques de cette encyclopédie, c'est avant l'avènement de toute cette modernité, du jetable, du non durable. C'est avant l'ère de l'obsolescence programmée. Ces bouquins, c'est 1840 à peu près. Donc toutes les grosses inventions de l'industrialisation, etc., c'est fin 19e. Donc toutes les techniques actuelles qu'on a, elles sont pas plus modernes pour moi. En fait, elles sont surtout plus nocives pour la planète et elles servent le profit avant tout. Dans ma tête, je le vois pas comme quelque chose de linéaire en fait dans l'histoire du savoir, mais plutôt comme un embranchement. En fait, on a pris un chemin à l'époque et je pense qu'on s'est trompé de chemin tout simplement. Donc l'idée, c'est de reprendre où il s'était arrêté dans la recherche du résilient, du durable, de l'utiliser et de pourquoi pas l'améliorer pour le rendre plus efficace. En gros, c'est continuer la modernisation, mais au lieu d'avoir un but de profit sans penser à la terre, c'est avoir un but écologique, une durabilité dans tout ce qu'on fait. C'est pas un retour en fait en arrière, c'est un changement de cap. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Pendant des milliers d'années, on a su faire sans ces ressources non renouvelables. Et en à peine 200 ans, on s'est mis à tout puiser et ronger jusqu'à l'os pour arriver finalement, dans très peu de temps, sur l'échelle de l'humanité, à un épuisement total de ces ressources. On connaît le problème du pétrole, mais il y en a un autre dont on parle beaucoup moins. C'est l'exemple parfait pour illustrer mon propos, c'est le phosphate. Le phosphate, c'est utilisé dans les engrais de l'agriculture moderne, c'est le fameux P des engrais NPK, et c'est utilisé par tous les agriculteurs conventionnels. Et il est puisé dans des mines qu'on appelle des phosphatières. Et ces mines, en fait, elles sont pas infinies. Et on estime que dans 90 ans, elles n'existeront plus. C'est principalement le Maroc et la Chine qui possèdent des gisements. Et les gisements américains, eux, ils seront épuisés dans moins de 30 ans. Donc 30 ans, c'est court. Donc ça risque de rapidement poser un problème. D'abord des conflits internationaux et ensuite une pénurie totale avec le risque de famine, bien sûr. Alors tu vas te demander pourquoi je parle de tout ça, puisque toi, en fait, tu es d'accord avec ça, puisque tu dis que je me réfère à raison aux anciens, donc tu considères que les anciens, ils avaient raison sur tout. Or, c'est pas le cas en fait. Ils avaient peut-être moins tort que nous dans beaucoup de choses, mais ils avaient quand même tort sur certaines choses. Tout simplement parce que leur connaissance ne leur permettait pas de tout entrevoir. Moi, ce que je rejette, c'est l'utilisation des ressources non renouvelables. Mais je rejette pas la science. Et la science, elle a fait des progrès énormes. On peut pas renier tout ça. En fait, on dirait que tu ne fais pas la nuance entre un simple retour en arrière technologique et scientifique, qui serait effectivement rétrograde, avec un changement de cap en reprenant juste au point culminant de la connaissance des objets durables, mais tout en étant éclairé par les connaissances scientifiques actuelles. Si pour beaucoup de choses, l'évolution n'a été que dans une seule ligne, par exemple la calèche, on est passé directement à la voiture, et la voiture, elle a fait que évoluer. Mais il n'y a pas eu d'autres branches d'évolution. On pourrait très bien imaginer que les savants auraient pu trouver des techniques pour que les calèches aillent de plus en plus vite, en étant de plus en plus légères, en faisant que
que, je sais pas moi, les roues aient de moins en moins de force de frottement, qui ralentissent la force du cheval, en sélectionnant de plus en plus les chevaux, etc. Ou bien de développer des voitures à vapeur, enfin je sais pas, des trucs de ce style, quoi. Il n'y a pas eu ça en fait. C'est le moteur à essence sur lequel s'est concentrée la majorité des chercheurs de ce domaine et maintenant les moteurs électriques. Mais c'est pas le cas de l'agriculture en fait. Il y a eu plusieurs divisions. Il y a eu l'agriculture conventionnelle, des engrais, des pesticides, bien sûr, mais il y a quand même eu énormément de gens qui ont continué à faire leur jardin naturellement et qui ont continué à faire évoluer cette connaissance et cette science de l'agriculture. Il y a énormément de chercheurs qui ont continué à chercher. Il n'y a pas eu que des gros lobbies de pesticides, quoi. Donc tous ces mouvements que tu sembles critiquer, la permaculture, le maraîchage, sol vivant, c'est justement l'évolution de l'ancienne agriculture à la lumière des connaissances actuelles, tout en étant dans une démarche durable et écologique, pérenne. Donc j'ai aucune raison de rejeter cela, en fait, à partir du moment où il y a une avancée. En fait, on dirait que pour toi, la permaculture et compagnie, c'est des trucs d'hippie. Mais en fait, non, juste pas. Il y en a qui se le sont appropriés, mais c'est réducteur de penser que tout ça, c'est des conneries. En fait, tu rejettes les connaissances de mecs qui ont étudié ça à la lumière des données actuelles de la science, justement, qui ont fait des études poussées. C'est leur métier, quoi. C'est des montagnes de connaissances. Je pense, par exemple, à des gens comme Claude Bourguignon. Il a travaillé à l'INRA. C'est pas un gauchiste hippie. Hervé Cove, c'est un ingénieur agronome. Natacha Leroux, qui travaille énormément sur la phytosociologie des plantes. Pareil, c'est des gens qui sont extrêmement avancés dans la connaissance du monde végétal, des sols. Et il y en a des milliers d'autres. J'ai cité les premiers qui me viennent en tête là, mais ils ont tous énormément de connaissances en fait, bien plus que les ingénieurs agronomes de 1750. Donc en fait, tu peux pas te contenter de faire un retour en arrière, il faut aussi que tu agrémentes ça avec les découvertes actuelles à partir du moment où elles respectent l'écologie, la pérennité de la terre et tout ça, tout ça. Je veux pas être un mormon, moi, en fait. Je veux imaginer un monde où on pourra vivre de façon correcte, en prenant moins à la terre que ce qu'on lui donne. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On prend plus à la terre, non seulement que ce qu'on lui rend, mais en plus, on en prend plus qu'elle ne peut nous en fournir. Donc ça veut dire qu'il y a une date butoir à tout ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir un bilan neutre au minimum, voire positif. Le labour profond et la monoculture, c'est pas quelque chose de viable. La preuve en est, les agriculteurs bio qui continuent de travailler comme ça, ils sont obligés d'utiliser des trucs pas clean pour maintenir un certain rendement ou alors accepter d'avoir beaucoup moins qu'un agriculteur conventionnel, sachant que beaucoup sont déjà précaires. Donc le cahier des charges bio, finalement, il est assez souple. Les labels s'assouplissent de plus en plus et ils utilisent quand même quelques trucs que perso, je trouve pas acceptables en bio. L'agriculture conventionnelle, à laquelle on enlève les engrais et les pesticides, ça fonctionne pas. S'il suffisait de labourer et de fumer pour avoir du rendement, ils feraient que ça. En vérité, en agriculture conventionnelle, c'est déjà ce qu'ils font. Ils mettent la fumure de leurs animaux d'élevage, ils utilisent des engrais verts, mais ils rajoutent quand même du NPK et utilisent des pesticides. Entre 1800 où il y avait que 1 milliard d'humains et aujourd'hui où on va être presque à 8 milliards, tu peux pas comparer en fait. Ça veut dire que tu as besoin de plus de nourriture alors même que tu as moins de surface agricole puisque ces gens prennent plus de place. Donc tu peux pas te contenter de revenir en arrière en supprimant les artifices de l'agriculture conventionnelle. Non, tu peux pas. Faut évoluer. Et l'évolution de tout ça, c'est le semi-direct, c'est l'agroforesterie, c'est essayer d'aller vers des modèles poussés de forêt-jardin, c'est exploiter l'immense inconnu qu'est la mycorhisation, dont il n'avait absolument aucune idée en 1800 et quelques. Il comprenait même pas pourquoi le trèfle y fixait l'azote. L'évolution, c'est aussi exploiter les associations de plantes pour améliorer les rendements et diminuer l'utilisation de pesticides. Bref, on a besoin de tout cet apport scientifique. Et d'ailleurs, quand tu dis que tout ça, c'est nouveau, pas du tout. Hein, je t'invite à lire le livre Forêt-Jardin de Fabrice Desjours. Dans les premiers chapitres, tu as la présentation de modèles d'agroforesterie par des peuples anciens. Donc, c'est pas un concept sorti de nulle part, hein, même si ça paraît tout nouveau, tout beau. Comme je dis depuis tout à l'heure, en fait, c'est une évolution scientifique des connaissances et elles ont évolué au fur et à mesure du temps, sauf que par certains choix historiques, peut-être même politiques et économiques, il y a certaines branches qui ont été moins développées que d'autres. Voilà. Il y a un commentaire qui répondait au tien, qui se demandait aussi si on peut nourrir les gens avec une forêt-jardin. J'ai envie de répondre simplement par une autre question. Est-ce que tu penses qu'on peut nourrir les gens avec l'agriculture d'avant ? Bah non, en fait. C'est pour ça qu'ils sont passés aux engrais et pesticides. C'est parce que la population augmentait de plus en plus et que les rendements ne suivaient pas, quoi. Voilà. C'est un peu le choix, en fait, entre se couper la main et le pied parce que ces engrais et ces pesticides, ils détruisent notre santé et l'environnement. Donc je dis pas qu'il faut continuer de faire du conventionnel pour nourrir les humains.
On peut pas nourrir tout le monde avec l'agriculture bio actuelle. C'est justement en fait le reproche que leur fait l'agriculture conventionnelle. Moi, je suis petite fille d'agriculteur, mon oncle, il l'est encore, et c'est mon voisin, donc je vois ce qu'il fait, je sais les rendements qu'il a avec engrais, et ceux de son voisin de parcelles bio, donc je sais que le bio fait sur ce modèle-là n'a pas d'avenir. Je te conseille de suivre la chaîne YouTube Vers de Terre Production, avec des agriculteurs qui essayent justement de trouver des alternatives à tout ça pour combiner rendement et préservation de l'environnement. Il y a plein de choses à apprendre des anciens, c'est clair, les haies, l'entraide qu'ils avaient entre eux pour la moisson par exemple, les trognes, il y a plein de savoirs. Mais s'il y a un truc qu'il faut pas prendre, justement, c'est à mon avis les monocultures et le sol nu. Voilà, donc tout ça pour finir par la partie politique, puisque tu dis que c'est plus de l'autonomie, un peu ce que je dis, que c'est de la politique. Franchement, la politique, moi, ça me passe au-dessus. J'ai pas honte de dire, j'ai absolument aucune culture politique. J'ai pas de télé, donc je suis même pas au courant de ce qui se passe. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je sais même pas qui est le nouveau Premier ministre. J'ai besoin de faire de la place en fait dans mon cerveau pour des trucs vraiment importants pour moi, et ça en fait pas partie. On va peut-être se moquer de moi d'être autant ignare sur le sujet, mais moi, de gauche ou de droite, ça me passe alors loin. Je m'intéresse qu'à la science, la connaissance, alors que les intérêts économiques mondiaux et tout ça, je m'en fous. Donc la révolution, je la fais chez moi. Donc je peux pas te répondre sur ce sujet parce que j'y connais rien. Moi, la perma, l'agroforesterie, c'est pas un truc qu'on doit associer à un parti pour moi. C'est une science. C'est comme si je te disais les mathématiques, c'est mené par un mouvement de droite, bah tu comprendrais pas pourquoi je dis ça. Ben moi c'est pareil, je comprends pas pourquoi tu me parles d'hippie de gauche alors qu'on parle d'agriculture et de plantes, voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Je m'en suis un petit peu servi pour répondre aussi aux autres. Pas forcément qui avaient en fait le même but argumentaire que le tien, mais ceux qui pensent que je suis juste rétrograde. Voilà. Donc en gros, vous savez pourquoi des fois je vous parle de trucs anciens et des fois je vous parle de trucs modernes. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque chose parce que les techniques qu'ils ont fait, c'est quand même des trucs qui datent de dizaines et dizaines d'années, j'ai envie de dire de centaines d'années. Donc forcément, par la méthode empirique, ils ont réussi à avoir des trucs efficaces. Mais je pense qu'avec les méthodes scientifiques, on peut avoir des trucs encore plus efficaces. Et je pense qu'on en est qu'au début. Et dans 100 ou 200 ans, ils vont bien se moquer de nous. Et ils auront découvert plein de trucs sur les mycorhizes, les associations de plantes et tout. Et je suis sûre qu'on paraîtra pour des idiots. Mais il faut bien être l'idiot de quelqu'un. Et je pense que rester idiot, c'est pas la solution. Et donc, il faut toujours chercher, faire des recherches. Et c'est pour ça que je suis beaucoup ce que les gens, ce que les scientifiques de l'agriculture font, parce que je trouve que c'est énorme quoi, en enrichissement, et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser, quoi.